sommes, bienvenus à toutes et à tous. Jusqu'à quand? Oui, jusque à quand l'imprudence, l'insouciance et la négligence de certains conducteurs routiers mettront en péril des vies d'autres usagers de la route. Sur la route du grand contournement d'Agoué, l'émotion et la douleur étaient vives. En vive allure, un conducteur de gros camions de ciment a fait des victimes, 3 morts et des blessés, recensés sur le champ le vendredi dernier en début de soirée. Pris de panique, le conducteur a pris la fuite. Si les freins de ce conducteur ou de camion ont lâché, ses pieds n'ont pas lâché. À ce jour, personne ne sait où il se trouve. Et nous nous demandons jusqu'où il va aller et où est-ce que ses pieds ont dû freiner. Tout compte fait, les enquêtes sont en cours. Vivement qu'il soit trouvé pour répondre par devant la justice de ce 15 août noir. Juste le lendemain, c'est-à-dire le samedi 16 août, le Togo était appelé à mourir en réalité. Sauf que les citoyens et les citoyennes qui ont compris que si le Togo meurt, ils n'auront plus de territoire pour vivre et à vaquer librement à leurs occupations, raison pour laquelle ils ont choisi de vaquer à leurs occupations que de laisser le Togo mourir ou d'aider le Togo à mourir. Ils ont compris que le Togo doit vivre. Le Togo n'étant pas mort, ceux qui s'approprient l'appellation debout, c'est-à-dire Togo debout, disent appeler à une manifestation le 30 août prochain. Question. Si le Togo était mort samedi dernier, Togo debout ferait comment ou s'adresserait à qui? Pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, ou c'est dire, si nous pouvons être plus précis, qu'en tout état de cause, la paix. La paix doit être privilégiée, quoi qu'il en soit. C'est au nom de cette paix que le Togo a adopté une nouvelle constitution. Constitution adoptée l'an dernier qui instaure le Sénat. Et le Togo disposant aujourd'hui de Sénat et de sénateurs, nous recevons pour vous ce jour, dans cette émission, sinon cette soirée, dans cette émission, un des sénateurs. Messieurs et dames, bonsoir. Nous savons que l'actualité, c'est également la rencontre des pays d'un peu partout le monde rassemblés au Japon et le président du Conseil, Faure Essozina Nyazingbe, y prend également part. Nous recevons sur ce plateau, dans ce studio rose de Radio Lomé, le sénateur Sénat Alipu. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Radio Lomé. Vous avez manqué aux auditeurs. Merci beaucoup, M. Tchakbera. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce soir et c'est un double plaisir parce que le style, la compétence et la façon dont les entrevues sont menées avec vous nous permettent vraiment d'expliquer les choses de façon à ce qu'elles soient compréhensibles, accessibles aux populations au service desquelles nous sommes. Donc le plaisir est partagé. Merci, monsieur le sénateur. Merci. Alors, nous l'avons dit, le président du Conseil se retrouve actuellement au Japon aux côtés d'autres dirigeants du monde et nous voudrions juste savoir quelle est la lecture que vous faites de la présence du président du Conseil, Faure Essozina Nyazingbe, au Japon. Alors, ce que je peux dire, c'est que la présence du président du Conseil, son Excellence, M. Faure Essozina Nyazingbe, au Japon, est lourde de sens pour nous. Parce que nous sommes rentrés dans un nouveau régime. C'est un régime qui nécessite de la collaboration, d'une part, entre tous les enfants du même pays qu'est le Togo, mais également la collaboration et la coopération avec les autres. Et c'est donc pour aller chercher des moyens additionnels pour pouvoir soutenir la politique de développement que le président du Conseil se trouve au Japon, au Tokyo International Conference on African Development, TICAD, comme on l'appelle. Donc c'est une conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Donc c'est une conférence qui vise à renforcer la coopération économique entre le Japon et les pays africains pour leur permettre de se développer. Et donc cette coopération en ce qui concerne le Togo concerne l'agriculture, elle concerne la santé, elle concerne différents projets de développement et se chiffre en milliards. On parle de plus de 5 milliards, dont à peu près 3-4 milliards juste seuls dans le secteur agricole.
la coopération avec le Japon n'est pas seulement économique. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons apprendre du Japon, ne serait-ce que politiquement. Le Japon est un pays qui a plusieurs îles, un bon millier, presque 1000 petites îles éparpillées, mais c'est un pays sans ressources également, sans ressources minières comme c'est le cas de plusieurs pays africains. Donc c'est un pays qui n'est pas favorisé par la nature et qui géographiquement est divisé. Le peuple japonais est un peuple uni et qui a fait des obstacles naturels qu'il doit affronter, le terreau pour être un peuple uni, un peuple inventif, créatif, et qui s'est développé en transformant beaucoup de choses et joue maintenant un rôle important dans l'économie mondiale. Alors si des gens qui sont dans une situation aussi difficile que l'ont été les Japonais à un moment, surtout au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui ils sont une puissance, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et peut-être copier du Japon, puisque nous-mêmes, le Togo, nous sommes un petit pays, mais nous avons la grâce d'avoir des ressources naturelles, des ressources humaines. Donc nous n'avons aucune raison d'être divisés. Nous devons être unis, nous devons tout faire pour faire de ce pays un vrai paradis lors de l'humanité, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de l'Ablodé. Bon, je parle d'Ablodé aujourd'hui, vous savez que je suis de l'UFC, mais je tiens à rappeler que ce soir, je ne suis pas ici au titre de mon parti, je suis ici comme sénateur, comme serviteur du peuple. C'est à ce titre que nous vous avons invité et justement nous savons que le 6 mai 2024, le Togo a basculé dans une nouvelle république, la 5e République. Et justement, vous étiez encore à l'Assemblée nationale, vice-président, et c'est vous qui avez fait adopter une nouvelle constitution faisant basculer le Togo dans une nouvelle république. Et le 6 mai justement 2024, cette constitution a commencé par fonctionner ou faire fonctionner les institutions de la République en les mettant en place progressivement. Et aujourd'hui, nous avons le Sénat qui est là et vous êtes au Sénat en tant que sénateur. Nous voulons juste savoir si il y a vraiment des raisons légitimes pour que, où il y avait nécessité pour que le Togo change de régime et que ce soit le régime parlementaire que nous ayons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il était devenu nécessaire de changer de système politique. Nous étions dans un système présidentiel où l'essentiel des pouvoirs était concentré dans les mains du président de la République, dans les mains de l'exécutif, quand bien même nous avions le pouvoir législatif et judiciaire qui sont supposés être indépendants, de nombreux pouvoirs étaient concentrés dans les mains du pouvoir exécutif, notamment du président de la République. Et l'ambition de la plupart des politiciens ou des jeunes se limitait à devenir ministre ou président. Et les élections présidentielles exacerbent les divisions dans le pays. C'est-à-dire qu'au nom de l'élection présidentielle, tout le pays est mobilisé et ça devient la lutte à mort. Celui qui ne gagne pas ou celui qui est déclaré perdant, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, on rentre dans une situation où il y a ceux qui sont avec le président et ceux qui sont contre le président. Et ces divisions nous ont emmenés à un point où on ne voit même plus le pays. On ne voit que les partis, c'est-à-dire que vous êtes dans mon parti ou vous n'êtes pas dans mon parti. Bon, maintenant, je vous parlais du Japon et de la façon dont même géographiquement ils sont divisés. Nous, historiquement, nous avons toujours été divisés. Si on remonte même à la période pré-indépendance, période de l'indépendance et la période post-indépendance, il y a toujours eu beaucoup de divisions entre nous. Nous avons beaucoup de mal à faire les choses ensemble. Alors, le régime parlementaire, de par son essence qui force la collaboration et le dialogue, devrait nous permettre de renforcer la cohésion. Et c'est en regardant ces facteurs-là qu'on se dit, bon, on est un pays divisé, chaque fois qu'on va aux élections, ça amène plus de problèmes que ça n'en règle. Quel système pourrait déconcentrer un tout petit peu les pouvoirs du président de la République pour rapprocher le sommet de la base, pour avoir un système qui permet une plus grande proximité entre le peuple et ses élus?
Parce que vous convenez avec moi que le président de la République, une fois qu'il est élu, il part pour 5 ans. Il est redevable à tout le peuple. Donc il y a tendance à faire ce qu'il veut, entouré de sa cour, et on va de projet de développement en projet de développement. Il n'y a pas beaucoup de redevabilité. Surtout pour des pays comme nous qui sommes en voie de développement, la redevabilité est quelque chose d'important. Alors c'est également pour renforcer la redevabilité, d'une part, entre l'exécutif, de l'exécutif au législatif, et du législatif aux populations, qu'on a dit, bon, le régime parlementaire pourrait être ce qui est le plus convenable. Nous avons également le contexte national et le contexte sous-régional qui est marqué par de l'inflation, crise économique, crise sécuritaire dans notre cas. Parce que beaucoup de gens oublient que le Togo est en guerre dans le nord du pays depuis plusieurs années. Et donc nous avons besoin de stabilité. Pas de stabilité à court terme, nous avons besoin de stabilité à long terme. Et donc une proposition nous est arrivée. Bon, je parlais de stabilité. La guerre dans le Nord nous impose de resserrer nos rangs, bien entendu, et de renforcer l'unité nationale. Donc, en nous projetant dans l'avenir et en nous demandant qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple togolais soit un peuple uni, soit un peuple fort, que le Togo soit un pays stable pour pouvoir prospérer, certains ont parlé du régime parlementaire et ils nous ont fait une proposition en janvier 2024. Mais cette proposition-là ne date pas seulement de janvier 2024, elle appartient également à l'opposition, qui dès la conférence nationale, et je parle ici de Feu Edem Kodjo, paix à son âme, c'est des gens qui dès cette période-là, après être sortis du parti unique, avaient compris qu'il fallait aller à un régime parlementaire et l'avaient proposé à la conférence nationale. Cela n'est pas passé. Les Ablodés que nous sommes et que nous représentons avons également à plusieurs reprises proposé un système parlementaire. En 2010, en 2016, donc à plusieurs reprises, il n'y a pas eu un consensus suffisant sur la question pour pouvoir avancer avec cette perspective. Parce qu'on se dit que tout le système ne peut pas tourner autour d'un homme. Le pouvoir appartient au peuple, et si ce pouvoir peut être plus proche des populations, entre un régime présidentiel et un régime parlementaire, le régime parlementaire est celui qui rapproche les élus du peuple. Parce qu'en réalité, maintenant, nous n'élisons plus le président de la République au suffrage universel. Ce sont les députés qui sont donc dans nos circonscriptions, qui, s'ils forment une majorité ou font partie d'une coalition qui forme une majorité, vont automatiquement désigner qui sera le président du Conseil. Mais il y a toujours un président de la République qui est garant de l'unité nationale, qui a un rôle, certes, avec moins de pouvoir, mais qui existe et qui est toujours là, qui joue un rôle d'autorité morale dans le pays, qui est un homme d'expérience. Donc c'est cette architecture qui a été imaginée et qui nous a été présentée à l'Assemblée nationale. Majorité comme opposition, nous avons débattu de ce projet-là. Et nous, comme Ablodé, nous avons lu, relu, travaillé sur ce texte-là. Et avec les autres partis de l'opposition parlementaire, nous l'avons amendé en environ 40 points. Donc la Constitution telle qu'elle nous est arrivée n'est pas celle qui a été adoptée. Ah, mais ça aussi, beaucoup ne le savent pas, puisque entre-temps le texte a dû être retiré avant qu'il ne revienne sous le format que nous avons aujourd'hui. Absolument. Donc nous avons amendé le texte en plus de 40 points. Et il a fait l'objet de 2 votes avant d'être promulgué. Donc après le premier vote, nous sommes descendus sur le terrain pour une nouvelle fois écouter les populations. Parce qu'au départ, nous le faisions individuellement. Comme nous avons reçu le texte et nous avons commencé les discussions, moi je me rendais à Gléi, à Takwame, dans ces zones, pour échanger avec les gens de façon informelle. Puisqu'il y avait le débat qui était déjà lancé dans le pays. Une fois que nous l'avons adopté une première fois, nous sommes retournés voir les populations de façon structurée avec l'Assemblée nationale. Pouvoir et opposition, déployés dans tout le pays pour écouter les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, les partis politiques, toutes les couches sociales, les CDQ, les préfets, tous ces gens-là ont eu leur mot à dire sur ce que nous étions en train de faire. Est-ce que vous les avez pris en compte?
Absolument. Mais cela a amené une deuxième lecture que nous avons faite. Et c'est à l'issue de la deuxième lecture que le texte a été adopté une fois pour de bon. Alors, les critiques à votre endroit, c'est que, puisque c'est à l'endroit de cette assemblée qui a adopté cette nouvelle constitution, assemblée à laquelle vous appartenez, vous étiez dans le bureau de cette assemblée, et les critiques sont que cette assemblée n'était pas d'abord légitime pour voter ce texte-là, et en même temps que c'était par référendum qu'il fallait procéder pour passer d'une république, donc de la 4e République à la 5e République. Que répondez-vous aujourd'hui sur les antennes de Radio Lemay à ces critiques-là portées à l'endroit de cette assemblée à laquelle vous avez appartenu avant d'être aujourd'hui au Sénat? Merci beaucoup pour cette question. Ce que je dirais, c'est que nous avons payé fort le prix de nos erreurs et de nos manquements en tant qu'opposition. Parce que croyez-moi, nous étions dans une négociation avec le Parti Unir sur le texte. Sur des points, ils ont fait des compromis. Sur d'autres points, ils étaient moins enclins au compromis parce qu'ils avaient une majorité mécanique. Et je pense que si tous les partis d'opposition qui ont participé aux dernières élections municipales que nous avons et qui ont participé aux élections municipales de 2019, si ces partis-là avaient participé aux élections législatives de 2018, nous aurions un peu plus d'opposants à l'Assemblée nationale et nous aurions peut-être eu besoin d'être obligés de passer par un référendum. En ce qui concerne notre parti, je ne veux pas parler au nom du parti, je suis là comme sénateur certes aujourd'hui, mais je veux dire que le parti de la Blodée, les partis d'opposition, certains ont demandé, je peux parler au moins de M. Olympio, il a été question d'un référendum. Ça faisait partie de nos revendications dans les négociations, qui ne se faisaient pas sur les médias. Et nous avons choisi de laisser cette question-là à l'appréciation du président de la République d'alors et de nous contenter de faire le travail parlementaire qui est le nôtre. Et s'il estime que ça doit aller à un référendum, ça ira. Après avoir fait une première adoption, une tournée pour consulter les populations et une deuxième adoption, l'article 144 ne l'obligeant pas à conduire un référendum et tombant dans une élection législative en moins de 2 semaines, cette élection vaut référendum. Puisque si les gens ne sont pas d'accord avec la nouvelle constitution et qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance du parti au pouvoir, ils auraient sanctionné ce parti dans les urnes. Or, malheureusement, après avoir boudé les élections législatives de 2018, lorsque nous étions en train de négocier avec le parti au pouvoir pour obtenir des concessions et des amendements sur la nouvelle constitution qui arrivait, au lieu que les autres partis qui sont de l'opposition extra-parlementaire travaillent avec nous, bien qu'ils ne soient pas au Parlement, pour porter leurs amendements et leurs propositions sur ce qu'on aurait pu modifier à cette constitution pour que le consensus soit un peu plus large et aille au-delà des forces parlementaires, ils ont à nouveau fait le choix de la rue, agitant pour certains le spectre du boycott. Donc c'est dans un climat de confusion que nous sommes allés aux élections législatives et ça a été une catastrophe pour nous. Parce qu'entre la confusion politique entraînée par le flou sur va-t-on aller à l'élection ou pas parce qu'il y a une nouvelle constitution, entre ça, entre les irrégularités qui sont inhérentes au niveau de maturité de notre système démocratique qu'il y a eu et le reste, nous nous sommes retrouvés avec des résultats qui ne sont pas très bons. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons seulement eu 5 conseillers régionaux et les élections législatives ne nous ont pas donné le résultat que nous attendions. Qu'à cela ne tienne, nous l'avons fait pour le principe. Nous n'avons pas voté cette constitution-là pour de l'argent. Nous ne l'avons pas votée par contrainte. Nous ne l'avons pas votée pour faire plaisir à quelqu'un. Nous avons tenu compte de l'intérêt supérieur du Togo, de la stabilité à long terme, et du changement du mécanisme par lequel on peut donner une chance à l'alternance. Parce qu'il faut reconnaître aussi que nous étions dans un système présidentiel dans la 4e République, mais après 30 ans de cette 4e République et 6 ou 7 élections présidentielles, l'opposition n'est pas parvenue à arriver au pouvoir. Chaque fois que nous allons, nous crions à la fraude. Et moi, j'en suis arrivé à un point à me demander, mais bon, quand vous avez volé une fois, on peut comprendre. 2 fois, bon, ça peut arriver. 3 fois,
4 fois, 5 fois, 6 fois. Je pense que quand un élève redouble la même classe 6 fois, il y a un problème avec l'élève. Donc, nous devons revoir notre copie et nous sommes rentrés dans un nouveau système. Ce système augmente nos chances d'avoir une alternance. Parce que l'alternance maintenant, ce n'est plus seulement un seul parti qui a la majorité, c'est le parti ou la coalition de partis qui est majoritaire. Et je vous rappelle pour terminer, parce que je suis un peu long dans mes développements, je vous laisse aller, nous en avons besoin, que si en 1994, on avait écouté Edem Kodjo à la conférence nationale et on avait mis en place un régime parlementaire et que nous étions allés aux élections en 1994 où le CAR et l'UTD des partis d'opposition étaient majoritaires, l'opposition serait arrivée au pouvoir. Mais comme chacun voulait être président coûte que coûte, c'est ce que nous avons fait. Et je vous parlais de 6 ou 7 élections présidentielles où on crie toujours à la fraude, mais où nous ne posons pas des mesures suffisantes pour un jour régler le problème. On se contente d'aller et de chanter la même chanson. Alors que le Togo évolue, la jeunesse avance, le pays a de nouveaux besoins, le contexte change. Et cette élection de 2024 nous a permis, nous, de nous remettre en cause, de nous repositionner. Donc ensuite, nous sommes allés au sénatorial. Nous avons fait l'élection présidentielle le 3 mai, et plus récemment les élections sénatoriales. Le parti de la Blodé devient la 3e force politique du pays. L'ANC devient 2e force, et le parti au pouvoir reste la 1re force, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc maintenant, il faut, voilà, donc il faut maintenant avancer. Chaque fois que nous avons fait le choix de la rue, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il vaut mieux qu'on prépare mieux les urnes. Nous allons revenir justement pour en parler, le choix de la rue, parce que Edo Assignon vient de s'installer pour son flash actualité. Edo Assignon, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir à tous. En Guinée-Conakry, 15 personnes ont trouvé la mort dans un glissement du terrain dans une périphérie de la capitale. Le glissement du terrain a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. D'importants moyens logistiques ont été déployés pour appuyer les opérations de secours selon l'Agence nationale de gestion et des catastrophes humanitaires. En RD Congo, la haute cour militaire a rendu son arrêt dans le procès de François Béya, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi était poursuivi notamment pour complot contre la vie du chef de l'État et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Arrêté le 15 février 2022, François Béya a obtenu une liberté provisoire pour raison médicale. Et puis sport football, le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, croit encore à une progression de Ousmane Dembélé, auteur d'une superbe saison avec le Paris Saint-Germain, au point d'être un candidat naturel pour le prochain Ballon d'Or. Dembélé possède encore une marge de progression selon son coach. Cette saison est un défi pour lui. L'année dernière a été incroyable et je suis convaincu qu'il peut encore progresser sans aucun doute, a déclaré le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Bien, nous vous remercions pour ce flash actualité et nous revenons dans cette émission tout en signalant, j'allais dire à nos auditeurs que nous recevons le sénateur Sénat Ali Puy et qui nous explique un certain nombre de raisons qui ont motivé ou qui ont amené l'Assemblée nationale à voter la nouvelle constitution adoptée ou promulguée, nous allons dire, le 6 mai 2024. Et justement, cette constitution faisant obligation de mettre en place un Sénat, le Sénat étant là et lui-même étant sénateur, nous avons l'opportunité, la chance de le recevoir aujourd'hui. Et vous étiez en train justement, monsieur le sénateur, de dire que la politique de la rue ne vous a pas apporté de solution véritable et vous avez choisi une autre voie, c'est laquelle? Nous avons choisi la voie des urnes. Nous avons choisi la voie de la paix. Nous avons choisi la voie de la stabilité à long terme. Mais il y en a qui ne vous comprennent pas et qui trouvent que justement cette voie que vous avez choisie ne rend pas service au parti de l'opposition, mais plutôt au parti au pouvoir. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en 2018, si tous les partis d'opposition avaient participé aux élections législatives, l'opposition togolaise aurait une minorité de blocage, comme c'était le cas dans la législature précédente, ce qui lui donnerait une marge de manœuvre un peu plus importante dans les négociations pour que la constitution qui
étaient en discussion fassent l'objet d'un consensus plus large et passent par un référendum. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, vous donnez raison à monsieur Edem Kodjo, feu Edem Kodjo, qui justement avait lancé un appel, mais qui n'a pas été suivi par l'opposition. Vous avez choisi la voie de l'apaisement, la voie de l'appel, la voie des urnes, et justement, il y en a qui vous lancent aussi la pierre. C'est dire que nul n'étant prophète chez soi, demain certainement, l'on reconnaîtra que c'est vous qui aviez raison. Bon, au-delà d'avoir raison ou tort, nous, ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être des Togolais. Parce que la vie coûte cher au Togo. Beaucoup de Togolais se plaignent. Le panier de la ménagère rencontre beaucoup de difficultés. C'est pour ça que nous sommes en politique. C'est pour solutionner les problèmes qu'il y a. Il y a des choses que le gouvernement fait. Il y a des choses que le gouvernement a fait. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et nous avons différentes approches sur comment solutionner ces problèmes. Mais pour pouvoir régler les questions de développement comme il faut que le pays soit stable. Et c'est justement pour éviter les clivages liés aux élections. Puisque après chaque élection, ça amène des tensions. On dit, bon, l'élection, il y a eu des irrégularités. Mais comme je vous dis, on ne peut pas vous tricher quand même plus de 6 fois. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous devez quand même pouvoir régler le problème d'une façon ou d'une autre. D'autant que nous, qui sommes à la table de discussion, au CPC, justement, vous êtes au CPC, mais en même temps, il y en a qui ne sont pas là. Et quand vous dites qu'il faut pouvoir discuter, pourquoi toute l'opposition, la classe politique de l'opposition, ou regroupée dans l'opposition, n'arrive pas à s'asseoir pour s'entendre et discuter, parler d'une seule voix? Le drame avec le problème au Togo, et c'est lié au système présidentiel qui avait cours, c'est que on peut considérer cette affaire comme une partie de chasse, où le président de la République, c'est le roi de la forêt, c'est le lion. Et les opposants sont des chasseurs. Ils quittent leur village en se disant, ben, on va aller à la chasse. Ils ne vont pas à la chasse seuls, donc ils sont en groupe. Vous les voyez dans des coalitions, dans des associations et tout ce que vous voulez. Ils vont à la chasse. Ils passent des jours, ils passent des nuits à pied. C'est difficile, cette partie de chasse. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur le lion. Maintenant, c'est simple, vous êtes nombreux, le lion il est seul. Vous êtes venus en groupe. Que se passe-t-il malheureusement au Togo? Au lieu de viser le lion pour tirer, on commence à se disputer sur qui est le meilleur chasseur, qui va tirer le premier ou qui va atteindre le lion. Et ils se disputent au point que parfois, finalement, ils finissent par déposer les armes et se bagarrent devant le lion. Et le lion les regarde. Il les regarde en se demandant, mais ils sont venus pour moi ou quels sont ces types de chasseurs? Vous parlez beaucoup images et ces images que vous choisissez, personnellement, m'intéressent, mais en même temps, je voudrais vous poser la question de savoir ce qui s'est passé le 3 mai dernier, c'est-à-dire le 3 mai 2025. Vous avez parlé de l'alternance et le 3 mai, en une journée, nous avons eu un nouveau président de la République. Nous avons eu un ancien président de la République, nous avons eu un tout premier président du Conseil et certains disent que ce qui s'est passé là n'est pas de l'alternance. Est-ce que pour vous, sénateur, c'était de l'alternance ou pas? Il y a eu plusieurs alternances au Togo. Il y a eu l'alternance entre Sylvanus Olympio, qui a été assassiné, paix à son âme, qui a été succédé par Grunitzky. Puis il y a eu, c'est Kléber Dadjo, je crois, qui est passé après Kléber Dadjo et Adema. Il y a eu Grunitzky, comme vous l'avez dit, Kléber Dadjo et Adema. Et Adema est parti, il y a eu encore une alternance, c'est son fils qui est venu, mais c'est une alternance au sein de la majorité présidentielle. Maintenant, il y a le président de la République qui est un opposant. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Jean-Lucien Lagnon Kwasi Sanvi de Tové. C'est quelqu'un qui a passé sa vie dans l'opposition. Ce sont des gens qui se sont battus pour la liberté dans ce pays. C'est un monsieur qui a fait la prison pendant au moins 7 ans. Mais il y a des consciences qui disent que son parti est proche du pouvoir. Comme je vous l'explique, la façon dont nous faisons la politique ou dont nous faisions la politique ne faisait que nous diviser. Tu es avec moi ou tu es contre moi.
Et on assimile que, bon, si tu es avec moi, donc tu aimes le Togo. Si tu n'es pas avec moi, tu n'aimes pas le Togo, tu es contre moi. Tu n'es même pas un adversaire, tu es un ennemi. Le système parlementaire va nous obliger à abandonner cette façon de faire la politique, parce que c'est comme les élections municipales. Vous arrivez dans une commune, comme Golf 4, la NCA 5, UNIRA 6, conseillers municipaux, UFCA 2, 1 pour certains. Qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment pas, ils sont obligés de s'asseoir, de négocier et de s'arranger pour déterminer qui sera le maire, qui sera l'adjoint au maire, qui sera Kofi, qui sera Kodjo, etc., etc. Dans l'intérêt du citoyen lambda. Ce système indirect d'élection des responsables les oblige à négocier. Et ça les oblige à quitter un état d'esprit où ils sont des concurrents, où c'est un combat à mort, pour entrer dans un état d'esprit où il faut voir comment nous allons collaborer. Je te donne ma voix en échange de ceci. Il faut apprendre à transiger. On ne peut pas faire la politique tout le temps dans le conflit. C'est comme vous êtes à la maison avec votre femme, le papa c'est le pouvoir, la maman c'est l'opposition. Bon, s'ils restent dans une ambiance de querelle constante et de bagarre dans la maison, ils n'auront peut-être même jamais d'enfants et ils finiront par divorcer. Alors que s'ils collaborent, il y a de l'amour entre eux, ils sont unis, ils auront des enfants, ils auront une famille, et lorsqu'ils vont disparaître tous les deux, le nom continue et une nouvelle génération continue. Donc la collaboration est toujours mieux que la division. Alors moi, quand la minorité agissante, comme je l'appelle, qui est armée d'insultes, qui n'est pas cohérente parce qu'ils veulent le pouvoir mais ils ne veulent pas aller aux élections, ce qui n'est pas très démocratique. Ils comptent sur la rue pour arriver au pouvoir. Si c'est eux qui m'insultent, je pense que c'est un compliment qu'ils me font. Parce que vraiment, ça confirme ce que je pense, qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Tous les pays ont des problèmes, le Togo n'est pas le seul. Pourquoi nous, on pense qu'on va régler nos problèmes par la rue? Les manifestations de rue sont un droit constitutionnel. Si vous lisez l'appendice de notre Constitution, et je rappelle pour ceux qui n'ont pas la Constitution, qui ne l'ont pas encore lue, qu'elle est disponible sur mon site au www.alipui.com. Vous descendez au bas de la page, vous avez la Constitution du journal officiel en français. Je l'ai traduite en anglais, en portugais, avec l'aide de certains, nous avons réussi à le traduire même en arabe, pour les musulmans, les gens qui n'arrivent pas à lire le français ou d'autres langues. Oui, elle est disponible, donc tout le monde peut aller la lire. Prenez le temps de la lire et sincèrement, s'il y a quelque chose que vous avez trouvé dedans qui n'est pas bon, appelez-moi. Mon numéro c'est le 90 39 42 47. Je veux dire, contactez-moi par WhatsApp parce qu'on reçoit 60 à 100 appels par jour. Donc ça va mettre du temps pour vous répondre. Mais WhatsApp, c'est un message écrit. On va vous répondre d'ici 72 heures. Contactez-nous. Dites-nous que moi, cet article-là, je ne l'ai pas aimé. J'aimerais qu'on le remplace par temps ou bien qu'on le reformule. Dites-nous ce que vous en pensez. Et vous pensez qu'au niveau du Sénat où vous êtes aujourd'hui, vous aurez la possibilité de faire modifier quelque chose dans ce texte-là? Alors, nous avons mis en place un régime parlementaire et nous avons multiplié les espaces de dialogue dans le pays. Parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes où nous sommes. Nous avons amorcé la décentralisation. Et moi-même, j'étais à la manœuvre en 2019. C'est nous qui avons adopté les textes qui consacrent la décentralisation et qui nous ont permis d'organiser les premières élections municipales depuis une trentaine d'années. Ce qui fait que les partis politiques vont aux élections municipales. Vous avez vu l'engouement que cela a suscité, près de 10 000 candidats, 500 listes. Donc toutes les sensibilités politiques se retrouvent au conseil municipal. C'est un espace d'échange. Vous avez l'Assemblée nationale qui est un espace d'échange. Vous avez le Sénat qui est un espace d'échange. Vous avez les conseils régionaux qui sont un espace d'échange. Et enfin, pour les chefs de partis politiques, vous avez le cadre permanent de concertation qui regroupe les chefs de partis politiques qui ont participé aux 3 dernières élections. Alors justement, par rapport à ce cadre permanent de concertation, il se fait qu'au sein de ce cadre, il y a eu des réclamations que vous avez eu à faire et qui ont été prises en compte au plus haut sommet de l'État. Oui. Est-ce à dire que vraiment ceux qui peut-être fustigent ce cadre ont tort de le fustiger? Je ne veux pas tenir des propos qui pourraient diviser les gens en disant que j'ai raison et que vous avez tort.
moi, ce n'est pas tellement important pour moi que j'ai raison ou que j'ai tort. Je veux voir la situation progresser. Je veux que si vous avez une opinion différente de la mienne, que vous puissiez me convaincre pour que je rejoigne votre position sur ce sujet-là et vice-versa. Comme ça, nous cheminons ensemble vers ce qu'il y a de mieux pour le plus grand nombre. Donc, je vous ai cité 4 ou 5 différents espaces de discussion. Je pense que s'il y a des propositions qui viennent et qui ont un sens, sont pertinentes, ça va se discuter. Vous voyez, on a essayé d'augmenter le nombre de conseillers municipaux. Et nous avons dit non au CPC, ce n'est pas passé. Les cautions ont été fixées par les autorités compétentes. Nous avons trouvé que si on gardait les cautions à ce niveau-là, ça allait être compliqué. Nous sommes intervenus au CPC, les cautions ont été diminuées de moitié. Donc c'est en discutant, parfois vous obtiendrez tout ce que vous voulez, parfois vous obtiendrez une partie de ce que vous voulez, parfois vous n'obtiendrez rien. Les Yoruba m'ont appris, j'étais sur le conseil d'administration d'un festival de musique et le président du conseil m'a appris que a good conversation can bring kola nut out of the pocket. C'est-à-dire que si vous optez pour le dialogue et vous arrivez à avoir une bonne discussion avec quelqu'un, s'il a quelque chose de bien dans la poche, il peut le sortir et vous le remettre. Alors que si vous venez avec des insultes, des trucs, s'il met la main dans la poche, c'est peut-être pour serrer le poing, pour vous donner un coup. Donc, la discussion courtoise, civilisée, avec une bonne argumentation, des propos objectifs, pour essayer d'amener l'autre à changer de position, c'est un chemin plus long et plus difficile. Mais c'est un chemin plus sûr. Et je dis souvent qu'il vaut mieux avancer à la lueur d'une bougie que de continuer à tâtonner dans l'obscurité. Alors, nous avons eu droit à quelques motifs ou quelques mobiles qui, en réalité, ont amené au changement de la Constitution et de ce à quoi nous avons assisté le 6 mai 2024. Mais la question demeure. Quelles sont les retombées pour le citoyen lambda? Vous avez essayé d'effleurer un peu cela dans le développement que vous avez eu à faire, mais nous voudrons de façon concrète savoir ce texte que vous avez adopté et qui est en cours actuellement et qui fait mettre les institutions de la République contenues dans ce texte-là en place jusqu'à ce jour, a des retombées pour le citoyen lambda? Absolument. Quelles sont ces retombées-là? Alors, la première retombée, et la plus importante à mon avis, c'est une proximité accrue entre les électeurs et les élus, et une redevabilité accrue entre les élus et l'exécutif. Je m'explique. Je suis un citoyen habitant la ville d'Anié. Je ne suis pas très riche, où j'ai des problèmes dans la localité où je suis dans Agné, il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de choses qui manquent. En dehors du gouvernement central, qui est représenté par le préfet, vous avez aussi le gouverneur de la région, qui est une autorité de tutelle, le gouverneur de la région des Plateaux. En dehors de ces deux-là, qui représentent l'administration centrale, je fais abstraction des autres volontairement. Quels sont les élus qui sont à ma disposition en période non électorale pour porter mes revendications? Vers qui je peux me tourner pour exprimer les problèmes auxquels je fais face? D'abord, nous avons le conseiller municipal d'Anié, qu'il soit de ma sensibilité ou pas. Et donc, il y en a une bonne quinzaine pour commencer. En tout cas, dans le cadre spécifique d'Anié, puisque moi-même, je suis élu dans Agné 1. Effectivement, c'est votre localité. Voilà, il y a une bonne quinzaine. Donc, il y a les conseillers municipaux, il y a le député, il y a le sénateur, il y a le conseiller régional. Et si vous avez la chance d'être du parti majoritaire, ou que dans l'esprit d'ouverture et d'inclusion que nous connaissons au président du Conseil, il a décidé d'avoir quelques partis d'opposition dans son gouvernement, il se peut même qu'un ministre de votre sensibilité soit également de votre région. Donc quand vous avez toute cette panoplie de gens à qui vous pouvez aller poser votre problème, le problème là ne devrait pas quand même pouvoir vous tuer, que ce soit un problème d'eau, d'électricité, d'emploi, d'éducation, de santé, de sécurité ou de salubrité, ou tout autre problème. Vous avez quand même plusieurs interlocuteurs, donc une proximité accrue. Maintenant, si nous venons maintenant à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui sont le Parlement, ceux-là
que vous avez élus, même s'il y en a qui sont nommés, ils vous représentent. Il n'y a pas l'élection d'un président de la République. C'est sur la base du nombre de députés qu'on détermine qui est président du Conseil. Si le parti politique bat campagne avec un projet de société et a pris des engagements, qu'à Agné, nous aurons un centre sportif, nous aurons 10 forages et nous aurons un stade. C'est les engagements qui sont pris et que c'est sur cette base que vous les avez élus. Le député de Agné, ce n'est pas une affaire de je suis député, mais c'est le président qui gère le pays, hein, ce n'est pas mon problème. Le député, s'il n'y a pas le forage, il n'y a pas le stade, et il n'y a pas ces choses-là, vous n'allez plus voter pour lui la prochaine fois. On ne parle même pas du président de la République. Vous, à ce moment, vous ne savez pas qui sera président du Conseil. C'est votre député que vous connaissez, c'est lui que vous allez aller attraper par le col, si le travail n'est pas fait. Ce qui fait que je dis souvent la patrie avant les partis, ça met ce député-là dans une position où il est obligé de s'affranchir de l'esprit partisan qu'il a pour se tourner vers le ministre de son gouvernement pour dire, écoute, ces projets-là doivent être faits, le convoquer au Parlement et pousser pour que ce soit fait. Parce que si ce n'est pas fait, lui, il ne sera pas réélu. Et s'il n'est pas réélu et que cela se produit dans plusieurs zones, où on a fait des promesses d'ivrogne, où on a fait des promesses de Gascon, je ne sais pas comment ça s'appelle, aux gens, qu'on n'a pas tenu, vous perdez votre majorité. Donc le régime parlementaire vous oblige à tenir vos promesses. Contrairement au système présidentiel où le président il est beau, on vote pour lui, après il disparaît pour 5 ans. Après il vient vous expliquer les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas été faites. Là, la responsabilité est directe et proche. Vous saisissez votre député et ça l'oblige aussi à saisir le ministre. Et tout cela, tout le monde est obligé de travailler pour que le pays avance. Nous avons donc quitté le système où on pouvait venir donner des explications au lieu de donner des résultats. Et nous, ce sont ces choses-là que les gens ne voient pas, ou auxquelles on n'a pas eu le temps d'expliquer cela comme il faut, qui font que nous soutenons le régime parlementaire. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un va rester au pouvoir pendant longtemps et le Togo va devenir un royaume. La constitution du Togo ne le permet pas. La seule chose qui a changé maintenant, c'est que le président de la République est élu au suffrage indirect, il a moins de pouvoir, et celui qui dirige le président, c'est le chef du parti qui a la majorité au Parlement ou de la coalition. Cela veut dire que si l'UFC demain a la majorité au Parlement, c'est que systématiquement, c'est l'UFC qui va être président du Conseil. Mais c'est le choix des populations. Et ce que je veux dire à ce sujet-là, ça veut dire que le régime parlementaire aussi nous impose de régler le problème des irrégularités, qu'elles soient résiduelles ou importantes, lors des scrutins, pour nous assurer que les résultats des votes reflètent la volonté populaire. C'est un problème de maturité démocratique qui se règle dans le temps. Ça peut prendre encore 5 ans, 10 ans, et qui se règle avec la prospérité. Donc, ça nous oblige. On a un joli véhicule maintenant, qui est dernier cri qui sort de Sika Toyota. Maintenant, ça dépend de comment on veut le conduire. On veut le conduire correctement ou on veut faire n'importe quoi avec. Donc le régime parlementaire, il est adapté à notre situation. Il peut nous servir pour autant qu'on arrête de juste critiquer pour critiquer, qu'on améliore ce qu'on peut améliorer et qu'on décide de jouer le jeu. Et donc on aura l'alternance, comme tous les autres pays de la CEDEAO. Nous aussi, comme parti politique, c'est notre objectif. Mais là, aujourd'hui, je suis là comme sénateur, donc je ne suis pas dans un rôle où je viens plaider le cas d'un parti politique. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que nous, après avoir fait 30 ans d'un système où nous n'avons pas pu offrir une alternance indiscutable à nos populations entre la majorité et l'opposition, nous disons que bon, nous allons essayer ce système-là aussi, voir si ça peut nous permettre d'avoir une alternance. Si nous n'arrivons pas, au bout de 5 ans, 10 ans, ça ne nous empêche pas d'envisager un autre système. Donc il faut beaucoup de patience, il faut de l'ouverture et il faut jouer le jeu. Bien. L'une des qualités que nous vous reconnaissons ici, c'est chaque fois que nous vous sollicitons pour venir intervenir sur vos actions au Parlement, lorsque vous étiez encore au Parlement, vous n'hésitez pas à vous venir parce que vous estimez que c'est votre devoir et que vous, en termes de redevabilité, vous êtes obligé de venir vous exprimer sur un certain nombre de choses, de décisions qui sont prises, de ce qui est fait au niveau de l'Assemblée pour que les populations soient juste mises au courant. Et vous avez un site aussi dédié à cette population-là qui peut consulter. Et justement, quand vous parlez de la Constitution, la nouvelle, qui est aujourd'hui
notre baromètre, notre Bible au plan national. Vous l'avez mis sur votre site et en plusieurs langues. Quand je vérifie un peu, je check, je trouve cette constitution-là. Mais en même temps, la classe politique togolaise, lorsqu'on la prend, est-ce qu'aujourd'hui, elle est désavouée par la population au point que celle-ci soit tentée d'écouter ou de suivre ceux qui se font appeler des blogueurs et autres en ligne pour que nous puissions assister, malheureusement, à des manifestations qui ont fait quelques victimes en juin dernier et actuellement aussi pour le 30 août prochain, des gens qui appellent à manifester, mais qui véritablement ne sont pas de la classe politique togolaise que nous connaissons. Et vous, en tant qu'acteur de l'opposition, quelle est la lecture que vous faites de cela? Merci beaucoup pour votre question. Alors moi, ce que je dirais, c'est que nous sommes en train de vivre les conséquences ou ce qu'il reste de la 4e République, qui est un système polarisé. Je suis au pouvoir, tu es dans l'opposition. Si tu ne fais pas que critiquer tout ce que je fais avec des insultes, comme disait feu le président Yadema à la conférence nationale, on l'insulte, celui qui insulte plus espère devenir quelque chose quand le baobab sera tombé. Donc on a gardé ce qui est du système présidentiel. Si j'ai beaucoup insulté ceux qui sont là, s'ils tombent, quand le système va changer, ben, ça va être nous les nouveaux. Je vais sortir les vidéos, c'est moi qui avais insulté, c'est moi qui avais cassé ici. Ça, ce sont les conséquences de l'ancien système. Donc, nous venons d'entrer dans un nouveau système. Au niveau politique où nous sommes, les gens pensent qu'il y a un problème grave. Mais nous pensons que le pire est derrière nous et que ça, c'est une fièvre qui va passer. Je ne les appellerai pas blogueurs ou... Ils tiennent des propos virulents. Je pense que on exprime ce qu'on a en soi. C'est-à-dire que si je viens, je suis courtois avec vous, je suis poli avec vous, c'est ce que j'ai en moi. Si je viens dans ce studio et je commence à crier et à insulter les gens, c'est aussi ce que j'ai en moi que je partage. Et c'est le reflet de comment je me sens. Si je me sens bien, pourquoi ferais-je du mal ou dirais-je du mal de quelque chose ou de quelqu'un? Les propos négatifs, les insultes et tout le reste sont le reflet de gens qui vivent un malaise. Donc je les comprends, ces jeunes-là. Ils ont peut-être moins de perspectives. Certains ont fini leurs études, il n'y a pas de travail. On a près de 10 000 diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Certains sont à l'extérieur, ils aimeraient rentrer. Ils n'ont pas la compréhension que nous avons du système. Je ne veux pas dire que nous comprenons mieux le système qu'eux. Chacun a sa compréhension. Chacun parle de ce qu'il sait à sa manière, avec l'éducation qu'il a ou au niveau d'information où il est. Moi, je ne suis pas d'accord avec les insultes. Je ne suis pas d'accord avec les attaques personnelles. Je ne suis pas d'accord avec les atteintes à la vie privée des gens. Lorsqu'on dit qu'on veut régler des problèmes publics, c'est-à-dire des problèmes qui touchent tout le monde. On a un problème qui est sur la table. Si tu as une solution, propose-la. Tu n'as pas besoin de savoir si ceux qui sont là, ils ont combien de femmes, ils ont combien de chiens, ils ont combien de chats. Ça n'a rien à voir avec le problème. Réglons le problème et laissons les hommes en dehors. Si, au lieu de régler le problème, vous attaquez les hommes, ceux qui sont les autres participants à cette affaire, qui sont attaqués, ne regardent même plus le problème. Ils vous regardent. C'est un problème de vous à moi. Et utiliseront tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour vous retourner la monnaie de votre pièce. Alors nous disons que sur la forme, ces jeunes sont virulents et tiennent des propos et nous proposent une voie qui pourrait nous mener au chaos. Or, le chaos ne profite qu'aux opportunistes. Quelqu'un qui n'est pas du jeu, qui n'a rien à voir avec tout cela, comme il y a un site larron. On ne peut pas avoir, après 68 ans, 65 ans d'indépendance, on ne peut pas se mettre sur la voie de l'aventure pour dire qu'on va encore essayer le chaos. Certains proposent même
que d'autres segments du pays viennent sauver certains et tout. Moi, je pense que le régime parlementaire, c'est le régime des partis politiques. Vous voulez dire que les partis politiques doivent se saisir de ce régime-là pour en profiter, Jules? C'est le régime des partis politiques. C'est-à-dire que si vous voulez un jour que le président du conseil émane de vos rangs, vous devez être implanté de façon nationale, ou bien vous devez faire partie d'une coalition qui est bien établie dans le pays. Vous devez avoir des gens qui suivent le processus électoral pour vous, qui le font correctement, pour qu'en cas de victoire, vous puissiez avoir vos résultats, etc., etc. Ce n'est pas une affaire d'aller se regrouper à 500 à Kodjenji et faire des incantations pour dire que ça va changer. Après, chacun rentre retrouver sa misère et rien ne change. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la classe politique togolaise doit faire aujourd'hui justement pour arriver à ce niveau? Alors moi, je reviens sur les jeunes. Je n'ai pas tous les noms. Il y en a qui sont journalistes. Donc, ils sont tous des patriotes. Hein. C'est des gens qui aiment ce pays. Et c'est cet amour et ce qu'ils ressentent qui les amène à s'exprimer de la sorte. Et à choisir tout ce qui leur passe sous la main pour faire de la politique. Des affaires privées, des affaires publiques, on prend tout, on se bat avec. Ils cherchent une solution au problème. Tout le monde cherche une solution au problème. Moi, ce que je dis, c'est que il faut qu'on prenne de la hauteur comme parti politique, et j'invite aussi les gens de la majorité présidentielle à prendre de la hauteur sur ce sujet pour qu'on dissèque, on fasse la différence entre la forme qui est exécrable, c'est-à-dire les insultes et tout le reste, et le fond. Est-ce que dans le fond, il pose des problèmes qui sont plus ou moins réels? Si oui, nous, comme politiciens, qu'on s'en saisisse et qu'on résolve les problèmes. Comme vous le savez, le président du conseil est un homme d'action qui ne parle pas beaucoup. Vous pouvez compter le nombre d'entrevues qu'il accorde. Il a tendance à agir pour régler les problèmes. Soyons un peu comme ça, copions cette qualité-là qu'il a pour nous aussi solutionner les problèmes dans le pays. Alors ces jeunes, les problèmes qu'ils posent, moi je pense que j'irai à leur rencontre pour les écouter de plus près, pour qu'on prenne leurs revendications et qu'on puisse voir de quelle façon on peut articuler ces revendications dans un langage politique pour utiliser toutes les avenues que je vous ai citées, conseils municipaux, régionaux, assemblées, Sénat, CPC, pour poser ces problèmes et voir si par le dialogue, le consensus, on peut faire progresser ces causes-là. Je pense que c'est la voie qui va épargner les vies humaines. Ça ne coûte rien de discuter. Il n'y aura pas de mort. C'est la voie qui va peut-être permettre de solutionner ces problèmes de façon durable, comme le font tous les autres pays, Ghana, Bénin, partout. La force n'a jamais rien réglé. Donc moi, je ne crois pas dans les coups d'État militaires, constitutionnels, électoraux et tout cela. Jouons le jeu. Ce n'est pas mon politicien favori en Côte d'Ivoire, bien loin de là. Moi, je suis d'obédience libérale, idéologiquement. Donc moi, je suis plus enclin, si on parle de la Côte d'Ivoire, à soutenir le président Ouattara. Mais le président Laurent Gbagbo est un exemple de résilience également. Voilà quelqu'un qui, avant d'arriver au pouvoir, a fait 30 ans dans l'opposition. Il n'a jamais pris les armes contre son pays. Alors pourquoi nous voulons que la sécurité se mêle, les forces de sécurité se mêlent de nos affaires, ou nous voulons utiliser la rue pour créer une situation de chaos? Qui sait ce qu'il y a derrière le chaos? Alors, quand vous parlez du président Laurent Gbagbo, il a été délogé par les armes. Il est allé à la CPI, il est revenu, et aujourd'hui, il rassemble ou draine du monde, parce que n'étant pas sur la liste ou les listes électorales, n'étant pas inscrit. Et la dernière fois, lorsque, je crois que c'est le 16 août dernier, lorsque il a organisé un meeting, des gens ont chanté et dans leurs chansons, ils ont appelé une certaine ethnie attribuée à quelqu'un. Et le président Laurent Gbagbo a reproché à toute cette foule-là rassemblée qu'il n'a pas du tout aimé le fait qu'il se soit attaqué dans leur chanson à une ethnie et que le débat ne doit pas être à ce niveau.
Et quand vous dites que le président Laurent Gbagbo est un exemple de résilience, est-ce que vous pensez que véritablement c'est la posture que la classe politique togolaise doit adopter, puisque vous aussi, vous avez dit que vous n'êtes pas dans la logique de la violence, mais dans la logique de la discussion et de toujours collaborer dans l'espoir de sortir d'affaire un jour. Dans l'espoir, je suis convaincu que cette voie va nous... Je vous dis qu'il vaut mieux marcher à la lueur d'une bougie que de tâtonner dans le noir. Alors certains disent que nous sommes des vendus. On me reproche souvent, dit, mais toi tu as eu une belle carrière, tu te débrouilles toujours pour sécher ton linge au soleil. Je dis, mais il n'y a que ceux qui ne sont pas intelligents qui sèchent leur linge sous la pluie. Très sincèrement, qui, lorsque le ciel est sombre et que la pluie commence, se met à faire la lessive pour sécher? Personne. On a des cas ici, mais je ne veux pas citer, je ne veux pas cliver. Je veux dire que il faut regarder l'intérêt du Togo. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Il y a un parti qui se débrouille toujours pour que leurs équations tombent juste pour eux. Quand on finit l'élection, eux ils sont toujours contents et nous nous posons des questions. Bon, nous devons réfléchir, voir qu'est-ce qu'on peut peut-être copier chez eux, peut-être copier des choses chez d'autres partis dans d'autres pays. Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, se fédérer. Pour un petit pays de 8 millions d'habitants, nous avons 124 partis. Donc dès que quelqu'un se fâche avec son voisin, il crée son parti. Ah, mais oui. Il crée son parti. À cette allure, moi aussi j'aurais un parti politique. Je vous assure que lorsque vous avez, pour 2 Togolais, vous avez 3 partis. Il y a le parti de chacun d'abord, et il y a le troisième parti, c'est le parti dans lequel les deux ils sont en train de se blaguer. Aïe. Au cas où ça ne va pas, chacun retourne dans son parti. Donc, il faut collaborer sincèrement, il faut penser à son pays. Maintenant, la seule priorité que nous avons, c'est le développement. Nous sommes très en retard dans beaucoup de choses. Beaucoup de réformes ont été entreprises depuis l'indépendance. Depuis le temps de Sylvanus Olympio, on a commencé un chemin. Le président Yadema aussi a fait ce qu'il peut dessus. Le président Faure, ces 20 dernières années, a fait lui aussi ce qu'il peut. Le chemin doit continuer. C'est le pays qu'on arrange. Arrêtez de penser au sort de quelqu'un. Chacun a un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Et la vie est ainsi faite. Travaillez, prenez de la peine. Ne prenez pas de raccourcis. Pour moi, la rue, c'est un raccourci. La rue pour vous est un raccourci. C'est un raccourci. Vous exhortez au développement de ce pays et justement la position de la population togolaise doit être véritablement laquelle? Est-ce qu'avec la constitution de la 5e République, vous pensez que notre pays va aller véritablement au développement ou va connaître le développement qu'il faut, alors qu'au même moment, l'on critique cette constitution de ce que avoir un Sénat aujourd'hui, vous êtes sénateur, ne soyez pas dérangé par la question que je pose, la démocratie. Et que le Sénat est budgétivore et va faire dépenser encore plus d'argent à notre pays, et que notre pays, le Togo, n'avait pas besoin d'avoir un Sénat à ce jour. Où est-ce que le Togolais lambda doit se situer dans tout ce débat-là? Alors c'est là que je dis qu'il ne faut pas faire la politique de façon opportuniste. Le Sénat a été introduit dans notre Constitution depuis la 4e République. Donc la Constitution nous impose d'avoir un Sénat. Sauf que la 4e République n'a jamais fait voir le jour le Sénat. Peut-être par manque de stabilité politique inhérente au type de système qu'est le système présidentiel et aux crises cycliques qui l'animent. Parce que si vous voyez, chaque fois qu'il y a une élection, il y a une crise. On marche pendant 5 ans, le temps qu'on refasse l'élection, une autre crise commence. On marche encore. Donc le pays n'est jamais assez tranquille et on s'étonne qu'il n'est pas développé. Il faut la paix pour se développer. Il faut de la collaboration pour se développer. Et c'est cette stabilité à long terme qu'on cherche en implémentant. Nous, en tout cas, pour accepter ce régime-là, c'est ce que nous avons vu. Il ne faut pas faire la politique de façon opportuniste. Les mêmes qui vous disent que le Sénat, c'est budgétivore, les mêmes ont déposé des candidatures, ont été aux élections sénatoriales et siègent au Sénat. Pour certains, pas tous. Donc, moi je vois les institutions de la 5e République comme un investissement dans la paix et la stabilité à long terme. C'est un investissement. Ce que cela va avoir comme retombée, ce n'est que dans le temps qu'on le verra. Et si ce n'est plus opportun, ou on trouve que le retour sur investissement n'est pas assez élevé, ou qu'on perd de l'argent à faire cette affaire-là, on pourra
réviser notre décision et amender la Constitution à ce moment. Est-ce que c'est l'économiste qui parle ou c'est le sénateur qui parle? Je parle à ceux qui n'ont pas pris le temps de réfléchir et qui, pour se débarrasser de la Ve République, attrapent tout ce qu'ils peuvent attraper et le lancent pour dire que ce n'est pas bon. Vous avez deux chambres qui élisent le président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce que nous avons vu le 3 mai. Que fait le Sénat? Quel est le rôle du Sénat? Article 16 de la nouvelle Constitution, le rôle du Sénat est d'assister l'Assemblée nationale dans cette tâche. Donc quand l'Assemblée nationale a fini de faire sa lecture des textes, on l'envoie au Sénat pour une deuxième lecture. Quand vous regardez la composition du Sénat, il n'y a que des politiciens expérimentés et des experts, chacun dans leur domaine. Mais vous, des anciens vous ministres. êtes l'un des plus jeunes. Oui, mais je suis un vieux jeune. Vous voyez, maintenant j'ai des cheveux blancs. Bon, même si j'ai maintenant 47 ans et que je suis un vieux père maintenant, bon, j'ai quand même été vice-président de l'Assemblée, président de groupe parlementaire, et je suis en politique depuis 26 ans quand même. On a passé toute notre vie dans cette affaire-là. Donc c'est pour dire que c'est déjà expérimenté. Quand vous allez au Sénat, vous prenez le président du Sénat lui-même, son Excellence M. Moussa Bari Barké. Est-ce qu'il y a son deux? C'est des gens qui sont là depuis les années 70. Ils ont connu le parti unique, ils ont connu la transition, la démocratie, plusieurs fois ministre. Le multipartisme aujourd'hui. Donc, quand vous lui amenez un texte, peut-être en le lisant en 5 minutes, ce que lui verra, un jeune juriste qui vient de sortir de l'université ne le verra pas, peut-être même si vous lui donnez un mois, parce qu'il y a la compétence et il y a l'expérience. Et c'est important. Donc, quand les députés ont fait leur première lecture, c'est envoyé au Sénat, on fait notre deuxième lecture. Si on a des amendements, on a des choses qu'on fait qui fait que le texte n'est pas adopté, on a une commission mixte qui se met en place pour chercher un consensus, pour qu'on ait des lois qui soient adaptées, qui permettent de solutionner les problèmes, pas juste faire du copier-coller, et après on dit, ah, ça n'a pas marché, ah, c'est la loi. Et comme il faut respecter la loi, qu'elle soit bonne ou pas, on la respecte les yeux fermés. Essayons d'avoir des lois les meilleures possibles pour pouvoir servir les populations. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction. C'est lié à l'inflation. C'est lié au fait que le système que nous avons mis en place est nouveau. Mais je vous prie, chères Togolaises, chers Togolais, du sud au nord, de garder votre calme, de garder votre patience, de ne pas vous laisser à la passion, de ne pas vous laisser tenter par les sirènes du chaos et de laisser le système se dérouler tranquillement. Je reviendrai ici comme votre serviteur, comme je l'ai fait quand j'étais député, régulièrement pour vous dire comment ça avance. Et peut-être d'ici un an, nous ferons un bilan sommaire d'un an après la mise en place du régime parlementaire. Parce que les gens vont dire, oui, mais on est rentré dans un régime parlementaire, et il n'y a pas de gouvernement, et on dit, il faut ceci, il faut cela. Mais justement, depuis là, le gouvernement qui est là est démissionnaire et on n'a pas encore de gouvernement. Est-ce que ce n'est pas votre faute aussi? Nous sommes en période, nous sommes hors session en ce moment. Celui qui doit nommer les ministres n'a pas une disposition dans la Constitution qui l'oblige à le faire en un jour, en une semaine ou en un mois. C'est laissé à son appréciation. Au moment où il le juge opportun. Il y a des ministres qui expédient les affaires courantes et je pense qu'il est aussi attentif aux Togolais qui estiment et s'impatientent qu'il n'y ait pas de gouvernement. Et donc je pense, je ne suis pas du parti au pouvoir, moi je suis de l'opposition, je pense qu'avant la fin du trimestre, du moins j'espère, que nous aurons un gouvernement. Alors, lorsque vous avez lancé votre appel à l'endroit des Togolais, nous allons leur permettre maintenant de rentrer en ligne et de poser éventuellement des questions ou de contribuer à cette émission avant que nous ne la refermions. Alors, les numéros disponibles sont 90 54 39 07 79 81 27 93 22 22 17 76. Le numéro WhatsApp, malheureusement, ne marche pas aujourd'hui. Le numéro WhatsApp ne marche pas malheureusement. Et pour recevoir des messages aujourd'hui dans cette émission, la technique étant à pied d'œuvre continue de manœuvrer. Je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé, mais vous pouvez directement appeler et rentrer dans l'émission. Et monsieur le sénateur que nous recevons pourra éventuellement vous répondre ou pourra prendre en compte votre préoccupation. Donc je rappelle le numéro 90 54 39 07 79 81 27 93 22 22 17
76. Excusez-moi, juste avant que les auditeurs n'entrent en ligne, vous me connaissez, fidèle à moi-même, chaque fois que je viens ici. Sur Radio Lomé, vous avez une habitude. Oui. Donc, c'est de voir si les gens suivent quand je parle. Et ceux qui ont suivi et qui donnent les bonnes réponses auront un prix à la fin. Et aujourd'hui, le prix, c'est une enveloppe de 40 000. Voilà. Bon, disons 50 000 à répartir entre les trois premiers. Et donc, les questions à répondre sont très très simples. Quel article de la nouvelle Constitution, mon site est disponible, hein, quel article de la Constitution définit le rôle du Sénat? C'est-à-dire, il y a un article spécifique que j'ai signalé qui définit le rôle du Sénat. Et la deuxième et dernière question, c'est quel est l'homme politique togolais qui n'est plus de ce monde et qui prônait également le régime parlementaire, que ce soit à la conférence nationale et un peu plus tard. Donc, je vous donne les 10 numéros. À mesure que les gens appellent, on va faire le tirage au sort. Je vous laisserai faire le tirage au sort et on verra qui a gagné. Merci. On va donner un prix aux 3 premiers. Merci bien. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient. Je ne trouve pas d'inconvénient puisque c'est aussi cela, hein, la proximité avec la population, la proximité avec les auditeurs. Merci de ce cadeau que vous faites à l'endroit de nos auditeurs. Première question, quel est le rôle du Sénat? Quel est l'article qui le spécifie, qui spécifie le rôle du Sénat? Et quel est l'homme politique qui a prôné le régime parlementaire et qui n'est plus de ce monde, cité dans cette émission pour prouver que vous avez bien suivi? Les 3 premiers pourront éventuellement bénéficier. On nous signale un auditeur en ligne. Alors, depuis Amoublo, Amédée nous appelle. Bonsoir. Vous allez nous excuser de vous avoir fait attendre un peu. Allez-y pour votre intervention. Merci beaucoup de féliciter l'invité. Même il a dit, ce que le vieux a pu voir, un jeune de vous ne peut jamais voir ça là, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Merci beaucoup. Alors, c'est pour le féliciter. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire l'article qui spécifie le rôle du Sénat, ou bien nous citer l'homme politique togolais qui n'est plus de ce monde et qui prônait aussi le régime parlementaire? Non, tout ce que le monsieur a expliqué, votre invité a expliqué, moi, il n'y a rien contesté. Non, moi-même, je suis très fier. Bien, merci. Je suis très, très fier. Merci. Et pour vous féliciter beaucoup. Merci Amédée de nous avoir appelé d'Amoublo. Le marché, c'est quand? C'est demain? C'est demain, c'est demain. Bien. Merci bien et à travers vous, nous disons un très bonsoir à toute la population d'Amoublo. Vous pouvez laisser votre numéro, vous n'allez pas raccrocher. Nabara Nafa Nouda va vous recevoir de l'autre côté. Vous laissez votre numéro pour nous, comme nous avons l'habitude de le faire dans cette émission. Alors, on me signale un autre auditeur qui appelle ou qui est en train d'être reçu. Nous allons le recevoir. Il n'est pas encore prêt. S'il n'est pas encore prêt, nous allons prendre un autre. Alors, Djobo Khaled qui dit... Amana nous appelle d'Agban. Bon, depuis Agban, Amana nous appelle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amana, et merci de nous appeler. Monsieur Amana. Oui, bonsoir. Bien. Le sénateur vous remercie de nous appeler et vous allez pour votre intervention, auquel cas nous allons vous poser une question. Merci beaucoup. L'invité reçoit vos remerciements. Merci bien. Merci bien. Et nous allons vous poser juste la question de savoir si vous avez la réponse à cela. L'article dans la nouvelle constitution qui spécifie le rôle du Sénat, ou bien vous nous dites le nom de l'homme politique qui n'est plus de ce monde, qu'il a cité, qui prônait le régime parlementaire. Bon, l'homme politique, c'est Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, bon d'accord. Je ne vais pas répondre si vous avez dit vrai ou pas. Nous allons prendre un autre auditeur qui se signale. Dans son parler, oui. il parlait de la constitution
La Constitution de la 5e République. Non, c'est hein. Oui, mais quel est l'article contenu? Article 5, c'est ça. Article 5. Article 5. Oui. Bon, d'accord. Nous allons voir ce que l'invité va dire. D'accord, merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. À vous aussi. Alors, nous prenons l'auditeur suivant qui est en ligne et qui, justement, veut répondre aux questions. Me dit-on, est-ce que c'est bien cela? Il n'est pas encore prêt. Bien. Malheureusement, l'auditeur d'Agbang a vite raccroché. Nous n'avons pas eu à prendre son numéro. Néanmoins, nous poursuivons 2 questions auxquelles les auditeurs qui appellent doivent répondre. Quel est l'article de la Constitution qui spécifie le rôle du Sénat? En même temps, répondre à la question suivante. Quel est l'homme politique togolais qui ne vit pas aujourd'hui, mais qui prônait le régime parlementaire? Il est là, l'auditeur? Non. Alors, à Gandhi et toute l'équipe de réalisation, est-ce que nous pouvons maintenant prendre l'auditeur qui est là? Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, nous allons bien ici et vous nous appelez d'où? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Nabida Savaga. Bien. J'appelle de Dapon. Heureux de vous recevoir depuis Dapon. Oui. Allez-y, vous allez diminuer le volume de votre radio et allez pour votre intervention. D'accord. Je suis très fier de vous. De l'invité. Votre invité. Merci. Il est un vrai citoyen togolais. Vrai citoyen togolais, La merci. politique, c'est vraiment, c'est comment on appelle, il faut s'asseoir, parler et se comprendre. C'est pas sur la route. Ouais, ça m'a trop plu beaucoup. Bien. Parce que la violence n'arrange rien. C'est vraiment, il faut que les catégories comme ça. Moi, je suis unir, mais lui est opposant. Comment il fait là, c'est ça qui est bon. Vous êtes unir, mais lui est opposant et vous pensez que c'est la meilleure voie que lui a choisie. La meilleure voie, c'est très bon. Bien. Est-ce que vous avez une réponse à ces 2 questions qu'il a posées? Oui, je peux avoir une dedans. Bon, vous n'avez pas de réponse par rapport aux questions qu'il a posées. Je vais répondre un. Ah, vous allez répondre. Alors, à quelle question vous voulez répondre? Est-ce que c'est pour donner le nom de l'homme politique togolais? Non. Le nom? Oui. Bien. Donnez le nom. C'est M. Agboyome. Ah, M. Agboyome. Sauf qu'il n'a pas appelé le nom de M. Agboyome aujourd'hui. D'accord. Alors, je vous remercie d'avoir participé tout de même à l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, un autre auditeur qui se signale, nous allons le prendre rapidement parce que le temps est en train de filer, malheureusement. Monsieur Lemou. Monsieur Lemou, bonsoir. Bonsoir. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît, et dites-nous d'où vous nous appelez. D'accord. Je vous appelle d'Agou. Ah, depuis Agou, heureux de vous recevoir. D'accord. C'est pour dire merci à l'invité. Merci à l'invité. Et lui répondre à la question. Alors, laquelle question vous voulez répondre? À laquelle question vous allez répondre? C'est l'article. L'article, bien. L'article, c'est 16. L'article 16. Ah. Ok, il y a quelqu'un qui va faire de l'argent ce soir. Alors, l'article 16, qui spécifie le rôle du Sénat. Oui. Bien. L'article 16 dit que le sénateur assiste L'Assemblée nationale. Ouais. Assiste l'Assemblée nationale. Ah, mais bravo. Bravo. Ah, vous allez aider peut-être les autres aussi à gagner quelque chose. Vraiment. N'oubliez pas de laisser votre numéro. Vous n'allez pas raccrocher. Nabara Nafara Nouda vous prend de l'autre côté. D'accord. Bien. Merci à Monsieur Lemou qui nous a appelé depuis Agou et qui a donné une réponse à une des 2 questions. Alors, pour un autre auditeur qui voudra intervenir, il reste à nous donner le nom de l'homme politique qui a prôné pendant longtemps mais qui n'a pas été écouté, le régime parlementaire que nous avons aujourd'hui
Bon, malheureusement, lui n'est plus de ce monde. Si vous nous donnez son nom, vous gagnez aussi quelque chose dans cette émission. Et voilà comment... ah oui, je vois déjà la réalisation qui lutte avec un autre auditeur qui n'arrive pas à se faire entendre. Alors, Junior nous appelle de Dapaon. Junior nous appelle de Dapaon. Bonsoir. Junior, est-ce que Junior est en ligne? Alors, je crois que Junior a... Ah, Junior, bonsoir. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Diminuez le volume de votre radio parce que cela va vous empêcher de bien nous suivre. Et... Oui, je vais proposer l'article 140. Ah, l'article 140. Bon, d'accord, sauf que cet article n'a pas été cité. Le plus important, c'est de participer. Vous participez tout de même. Alors, c'est juste à cette question que vous répondez en proposant l'article 140. Oui, c'est la seule. Est-ce que vous avez quand même lu cet article? Non. Non. Alors, si vous ne l'avez pas lu, moi, je vais vous inviter d'aller même sur le site du sénateur et vous pouvez trouver la nouvelle constitution. Vous prenez la version française, vous lisez l'article 140 et vous verrez ce que cet article dit. Est-ce que vous pouvez le faire, Junior? Oui. À cette condition, je crois que cela pourra vous aider aussi à vous familiariser avec cette nouvelle constitution. D'accord. Bien, la réalisation... Je voulais dire merci à votre invité. Ah, merci à vous aussi. Je crois que vous devez être très jeune quand j'écoute dans la voix. Oui. Ah. Je ne suis qu'un petit. Ah, c'est lui Junior. Oui, c'est lui Junior. Ah, tu diras bonjour à papa. Ah. Ah, vous voyez qu'il y a des jeunes dans ce pays qui ne pensent pas qu'à la rue. Qui ne pensent pas qu'à la rue, vraiment. Alors, pour cela, vous n'allez pas raccrocher. Nabaranafa va vous recevoir de l'autre côté et vous allez laisser votre numéro, Junior. Alors, merci de ce que vous faites de l'autre côté de la réalisation. Je pense que nous avons juste un seul auditeur à prendre encore pour pouvoir rester dans le temps imparti pour cette émission qui tire pratiquement à sa fin. La question reste toujours, quel est cet homme politique? Lambert, depuis Sioux. Depuis Sioux, Lambert nous appelle. Lambert, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux que vous nous appeliez de Sioux. Quelle est votre intervention? Non. Bon, c'était juste, d'abord, je félicite l'émission. Merci à vous. Et nos encouragements. Merci. Surtout pour l'inviter, les éclaircissements qu'il nous a prônés. Je suis fier que ça continue dans ce sens. Vous êtes fier de tout ce qu'il vous a apporté comme éclaircissement? Éclaircissement sur la nouvelle constitution. Sur la nouvelle constitution. Alors, est-ce que vous savez à peu près l'article qui spécifie le rôle du Sénat? Non, quand il a cité. Vous n'avez pas bien suivi ce niveau-là? Non, je n'ai pas lu. Voilà pourquoi. Alors, est-ce que vous connaissez quand même l'homme politique qui n'est plus de ce monde, qui prônait le régime parlementaire? Puisqu'il a cité aussi. Quant à ça, c'est Monsieur Edem Kodjo. Ah. Monsieur Edem Kodjo. Un deuxième heureux gagnant. Donc, vous êtes un heureux gagnant, ne raccrochez pas. La réalisation va prendre votre numéro et éventuellement, on pourra vous contacter demain. Alors, merci bien, monsieur le sénateur. Merci. Merci à vous aussi, monsieur le sénateur. Voilà, vous avez fait des heureux gagnants dans cette émission. Et les auditeurs qui ont appelé sont heureux de ces éclaircissements que vous leur avez apportés. Et nous pouvons juste vous demander à savoir la recommandation que vous avez à l'endroit de la classe politique togolaise. Vous avez déjà donné celle de la population togolaise avant que nous ne refermions cette émission. D'accord, donc je vais juste annoncer aux heureux gagnants que le premier a 15 000 et le deuxième aussi à 15 000. Merci. Et que tous qui ont appelé, s'ils ont laissé leur numéro, on va leur envoyer du crédit téléphonique entre 3 et 5 000, on verra. Bien. Combien ils sont, s'ils ont laissé leur numéro. Amédée, parce que Amana, c'est le Togo qui gagne. Hein. C'est le Togo qui gagne. Oui, absolument. Ils sont tous togolais. Ils ont voulu s'engager dans une voie qui est démocratique. Et je pense qu'éventuellement, on fera peut-être un concours pour voir qui connaît la Constitution et vraiment les tester sur les articles pour voir si les gens lisent et connaissent ce pourquoi nous avons voté ou ce qu'ils critiquent même d'ailleurs. Mais on verra ça plus tard. Merci, monsieur le sénateur. Merci de
de cette gratification que vous faites à nos auditeurs qui appellent dans cette émission. Merci également à tous ces éclaircissements que vous avez apportés à nos auditeurs et merci de votre disponibilité. Nous allons devoir refermer cette émission. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Alors, et moi je retiens de vous que la collaboration est toujours mieux que la division. Mesdames Absolument. et messieurs, voilà le leitmotiv de Sénat Ali puis sénateur et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle édition de cette émission et la semaine prochaine va arriver d'ailleurs très très vite. Force à nos forces de défense et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. À tantôt.